Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un très grand merci aux organisateurs, aux organisatrices, à Jean-François Marcel, de m'avoir invité à faire cette conférence avec mon ami Marc. Et le titre que j'avais imaginé au démarrage de ma conférence, c'était la référentialisation permet-elle aussi un différentiel pour poser la question des enjeux pour une évaluation émancipatrice à des fins de responsabilisation. Alors, j'ai dû rajouter depuis hier quelques prolégomènes parce que nous avons eu des conférences absolument passionnantes, des échanges stimulants qui ont créé un trouble chez moi, qui a créé une situation indéterminée. Vous voyez un petit peu les références ici déjà que je mets à Dewey. Et je me suis demandé, est-ce que je vais bien pouvoir apporter quelque chose d'autre par rapport à ce qui a déjà été dit et si bien dit sur la notion d'émancipation. Et puis, ça m'a amusé de poser cette première question que je vais d'ailleurs partager avec une collègue hier, qui elle-même participait au colloque. Je me suis dit, puis-je m'émanciper des normes du genre conférence scientifique? Mais vais-je y parvenir? Peut-être pas, car il ne suffit pas de le vouloir, évidemment, pour y parvenir. Est-ce possible? Faut-il d'ailleurs que cela le soit? Parce que si je m'autorise à m'émanciper des normes de la conférence scientifique, qu'est-ce que cela pourra apporter à l'audience, à vous, au public, alors que probablement cette audience m'écoute à l'aune de la normativité scientifique du genre conférence propre à une institution. Puisque de fait, il y aura un jugement normatif sur un attendu, et quelle réception de mon émancipation sera faite, qui témoigne de ma propre autonomie et responsabilité individuelle, mais qui demande une réception collective de l'expression de mon émancipation. Ceci m'amène à dire, toujours en prolégomène, que mon émancipation pose alors la question de mon rapport à l'altérité. L'émancipation implique donc un rapport au normal, par opposition à l'extraordinaire, à l'innovation, au nouveau. Mais qui dit nouveau dit une référence à ce qui n'est pas nouveau. Et ce qui est nouveau pour les uns et les unes ne l'est pas pour les autres. Tout va dépendre des fins en vue, dirait Dewey, au nom de quoi, au nom de quelle valeur. Du coup, l'émancipation, vous l'avez si bien dit lors de ces précédentes conférences, est relative, est située et surtout non universelle. Alors, dans quelle mesure, si je poursuis, le rapport à l'altérité qui peut-être révélera mon émancipation, représente-t-elle une valeur entendable, à défaut d'être acceptée, pour reconnaître mon émancipation exprimée? Par exemple, s'il y a une non-reconnaissance sociale de mon droit à l'altérité, mon émancipation restera biographique et subjective, certes peut-être avec une certaine satisfaction personnelle. Je suis en train de vous faire une introduction que je n'avais absolument pas du tout prévu de faire, mais il va falloir que je supporte évidemment le regard de l'autre sur mon autonomie. Mais si elle reste non admise par autrui, il y a peut-être à parier que je vais ressentir un sentiment d'aliénation, surtout qui conduira, et ça j'en suis absolument certaine, à un non-changement micro-social qui demande minimalement une reconnaissance collective. Alors, tout ceci pour vous dire que j'ai envie de travailler avec vous, par ma petite intervention, l'émancipation, du point de vue de l'évaluation, plus particulièrement dans le contexte scientifique, dans ce monde scientifique extra, non pas ordinaire, mais extra-normé. Prenons par exemple l'exemple de mes doctorants et doctorantes, puisque ce sera le dispositif sur lequel je vais travailler avec vous par la suite. Si je ne respecte pas en tant que doctorant ou doctorante les normes scientifiques, il y aura non-reconnaissance de mes travaux, donc non-publication en raison de notre injonction publish or perish, et il y a fort à parier que certains vont renoncer à une carrière scientifique malgré l'exceptionnel travail qu'ils pourraient apporter. Pourquoi alors, en tant que doctorant ou doctorante, est-ce que je prendrais le risque d'une émancipation? Et de mon côté, en tant qu'accompagnante, directrice de la thèse, eh bien, il y a une éthique de la responsabilité. Dans quelle mesure est-ce que j'accompagne une émancipation par rapport à un monde scientifique qui pourrait ne pas les reconnaître et les accepter?
Néanmoins, comme vous l'avez si bien dit et bien mieux que moi dans les conférences précédentes, pour s'émanciper, encore faut-il connaître les normes du monde concerné. On ne s'émancipe pas de ce que l'on ne connaît pas. Cela demande donc votre conscience, cela demande de les problématiser, de porter un jugement critique, donc une évaluation. Il faut oser s'insurger, comme ça a été dit hier, pour s'émanciper et surtout, ai-je envie d'ajouter, eh bien, assumer les conséquences de son émancipation, notamment dans un monde d'aujourd'hui qui, malheureusement, fait de l'ostracisme dès lors que les personnes osent s'émanciper d'un groupe culturel dominant, que la cancel culture nous rattrape, que des persona non grata deviennent publiquement énoncées. Et donc, la personne qui prendra ce risque va devoir assumer un rapport à l'altérité au nom de ses valeurs, des valeurs qui demandent à être mises à jour et à être confrontées pour pouvoir les assumer. Ceci m'amène enfin au titre de mon intervention. Alors, cette intervention, pour la réduire, du coup, eh bien, j'ai décidé de la circonscrire dans le contexte d'écriture et d'évaluation scientifique, plus particulièrement sur l'éducation et la formation. Alors, hier, tout a été dit sur cette évaluation qui n'est pas émancipatrice, néo-évaluation, elle est contrôlante, sanctionnante, normalisante, aliénante. Et qui dit s'affranchir de quoi, de quelle norme, par quel démarche, quel processus, pour quelles conséquences et quelle éthique de la responsabilité. Alors, cette entrée par les référentiels, référentialisation me permet de penser, je m'affranchis de quoi, de quelle norme, de penser les tensions entre les processus de normalisation, et ici j'emprunte la définition de Waldenfeld, qui définit la normalisation comme un processus d'incarnation et de genèse des normes, qui thématise de façon centrale la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire, en tension avec une émancipation par la responsabilisation des trajectoires de développement individuel et collectif, et je rajoute de leurs conséquences. Alors, quand on parle de normalisation, c'est pour ça d'ailleurs que j'emprunte cette définition au collègue philosophe, Waldenfels, c'est qu'il peut pas, il nous propose de penser la normalisation dans un rapport d'interdépendance entre ce qu'il appelle la normativité en tant que complexe de règles prescriptives, qui du coup porte sur des questions de droit, regard aux normes préexistantes, instituées, etc. Toujours dans une relation de codépendance avec ce qu'il appelle la normalité, en tant que complexe de règles descriptives, portant sur des questions de faits qui permettent l'émergence de normes, la subjectivité, etc. Là, vous voyez déjà deux termes, prescriptif, descriptif, en lien avec tes travaux en évaluation, notamment, je pense au livre de Jean-Marie de Quetel, que je salue au passage. Et c'est intéressant ici parce que cette normalisation se pense ensemble. La normalité ne peut être comprise comme normalité que dans son rapport à la normativité. Et cet auteur nous va jusqu'à dire que finalement, il n'y a pas d'apprentissage, donc il n'y a pas d'acquisition culturelle sans effet de normalisation. Comme il n'y a pas de normes sans institution. Mais le pendant, c'est qu'il n'y a pas de normes non plus sans appropriation et transformation subjective de ces normes par les acteurs et les actrices sociaux. Ce qui signifie bien la mise en tension ici entre institutions et acteurs, dont certains ont aussi bien parlé hier et avant-hier. Alors maintenant, si je reviens à la question de l'évaluation à visée émancipatrice, de fait, elle va interroger forcément mon rapport aux normes, mais également à l'altérité, sachant que cette évaluation, eh bien, elle est contrainte par des normes, mais qu'elle va produire des normes, elle va véhiculer des normes, mais elle peut aussi contribuer à mettre en question ces normes de par sa fonction critique. Mais par sa fonction critique, si on s'émancipe des normes par le moyen de l'évaluation, eh bien, c'est aussi s'approprier, s'acculturer, voire produire d'autres normes. Parce que l'émancipation, selon comme je la comprends, et je suis moins spécialiste que certains, et donc je suis prête à évidemment penser autrement, c'est que si elle n'est pas que subjective, individuelle et biographique, elle engage un processus de renormalisation susceptible finalement d'être tout autant, voire plus aliénant. Qu'est-ce qui me garantit que l'émancipation est forcément meilleure que le système duquel je m'émancipe? Donc, c'est s'émanciper au nom de quelle valeur, je dirais évidemment,
Alors, pourquoi entrer par cette notion de norme et de normalisation? Vous voyez, norme, normalisation, référentiel, référentialisation. Je me permets d'aller un petit peu plus vite ici, puisque c'est des choses qui sont bien connues. Je reprends la définition du référentiel de Kroereski. C'est un construit social qui clarifie bien sûr les normes d'une activité en sens. D'ailleurs, il distingue normes et sens données à des systèmes sociaux. C'est ce par rapport à quoi un jugement ou un sens est donné à un objet ou une action. Avec ce triptyque qui m'intéresse, poser la question d'évaluation entre normes, sens et référence. Pour ce qui relève de la référentialisation, maintenant, Dominique Broussal nous en a parlé hier. Je ne vais pas revenir sur la définition de Figari et Remond. On va retenir que c'est une méthode consciente, délibérée de l'évaluation pour reconstruire et se transformer au fil de l'évaluation. Et pour ma part, avec des collègues, dont notamment Lionel de Choucou, eh bien, on a retravaillé à partir de Figari cette notion de référentialisation pour penser dans l'agir évaluatif, l'évaluation en train de se faire, dirait Madame Janer hier, en tant que processus dynamique qui va se spécifier dans le rapport entre le référent et le référé au regard de contextes significatifs. Et nos observations empiriques ont pu montrer que ce processus dynamique laisse une certaine ouverture à l'inattendu, à la singularité, à l'altérité, à des renormalisations. Et c'est un moment, c'est ici que pour cette conférence, je vais essayer avec vous d'introduire la notion de différentiel. Est-ce que ce différentiel dans son rapport à la référentialisation est potentiellement émancipateur? Alors, allez, un exemple maintenant que je vous ai promis déjà depuis le début. Donc, c'est un exemple de référentialisation en acte. On crée des alternances entre activité et réflexivité, entre agir et comprendre, avec une question que le collectif que nous avons formé, que je vais vous présenter, se posait au fur et à mesure d'ailleurs de la démarche. C'est une question qui a émergé. Quelle reconnaissance d'un différentiel quand on est en train de construire un référentiel? Alors, je vous donne la définition de Vial, que je reprends ici. Le différentiel, c'est un référentiel sur lequel on attend que chacun des acteurs y inscrive sa différence. Et je pose la question en lien avec la commande qui nous a été faite par Jean-François Marcel, et puis de la responsabilisation de cette différence, du point de vue notamment des visées émancipatrices. Alors, cette question se pose dans ce contexte d'écriture, d'évaluation scientifique avec mes doctorants et doctorantes et collègues qui m'accompagnent autour de moi dans cette activité, notamment Céline Girardet. Et bien sûr, ces activités d'écriture et d'évaluation sont hautement normées dans le monde scientifique qui est le nôtre, avec une standardisation de plus en plus accrue, de mon point de vue, sur la production scientifique et de ses modes de validation. Et cet accompagnement a été réalisé dans une alternance en 3 espaces. Ici, je vais vous renvoyer au lien Internet qui vous présente tout ça de façon détaillée, au lien avec communication qu'on a eu l'occasion de faire hier avec Céline Girardet sur ce dispositif. Ici, ce qui est à retenir, c'est que c'est un séminaire qui a articulé, donc un accompagnement qui a articulé des séminaires accompagnés avec des mises en activité d'écriture ciblée, d'exercices d'écriture et d'évaluation ciblée. Ensuite, certains des doctorants ont eu des possibilités d'activités authentiques, de soumission d'articles et d'évaluation d'articles scientifiques dans une revue qui le permet, qui est la revue Vie. Et on a travaillé aussi avec des espaces numériques pour pouvoir soutenir la réflexivité des participants à travers des portfolios et également un outil de co-construction du référentiel. Et quand on a travaillé ensemble à l'idée, on va publier réellement des articles scientifiques et on va évaluer réellement des articles scientifiques avec des experts externes, dont certains sont ici, et que je remercie encore d'avoir joué le jeu avec les doctorants et doctorantes pour effectivement mener cette évaluation scientifique. Eh bien, la question s'est posée, mais quels sont les référents de l'activité évaluative scientifique? Quels sont finalement le référentiel qui permet d'orienter notre activité professionnelle de chercheur-chercheuse pour évaluer un texte scientifique en sciences d'éducation, et notamment aussi avec la perspective donnée par Céline et par moi, en disant que même quand on n'est pas des doctorants, eh bien qu'on est des chercheurs, chercheuses confirmés, eh bien l'évaluation des articles des autres, ça nous permet d'apprendre tout au long de notre vie de chercheurs et de chercheuses. Et donc c'est à travers cette question-là, eh bien, avec nos 8 doctorants là, qui sont impliqués, nous avons réalisé cette démarche de construction d'un référentiel parce que nous avons aussi constaté dans les référentiels actuels sur la formation des chercheurs en éducation, eh bien, qu'il n'y a quasi rien qui est dit sur l'évaluation scientifique. Et donc, vous voyez, c'est une démarche qui a duré près de 2 ans.
Alors, je vais vous la présenter très succinctement parce que je souhaite pouvoir venir au référentiel et je regarde l'heure parce que j'ai encore 10 minutes devant moi et c'est parfait. Ce référentiel, vous pourrez prendre connaissance dans le détail. Ici, vous voyez l'élaboration conceptuelle qui nous a pris 2 ans pour parvenir à le penser dans une façon dynamique entre ces différentes catégories. Alors, tout au centre, vous avez les savoirs, qui sont des savoirs éditoriaux, épistémologiques, théoriques, méthodologiques, éthiques, qui désignent les ressources internes à l'évaluateur ou externe et qui se mettent au service de l'évaluation qui irrigue les autres catégories de notre référentiel. Dans ces autres catégories, vues comme dynamiques entre elles, c'est les doubles flèches qui sont figurées sur l'image, eh bien, on a décidé d'identifier une catégorie plus particulièrement consistant à comprendre par le moyen de l'évaluation. L'évaluation est un processus de compréhension des textes d'autrui. Et du coup, c'est une catégorie qui porte essentiellement sur le choix de l'évaluatrice à propos de sa propre compréhension du texte à évaluer et qui invite à une attitude de décentration. Je ne fais pas les mêmes choix que les auteurs. Est-ce que j'arrive à me décentrer pour comprendre les choix que les auteurs ont faits? Donc, c'est ce genre de questionnement ici qui est dans cette catégorie. Ensuite, vous avez la catégorie sur évaluer, apprécier, qui est l'objet texte. Alors là, on est sur des normes prédéfinies par les revues scientifiques. On se les a appropriées, on a travaillé en gros ce que ça signifiait par rapport à ces critères d'évaluation. Et puis, on a encore défini l'idée d'une évaluation communiquée, qui évidemment, vous le savez bien, l'évaluation est une question de communication, comme les travaux de l'année l'ont aussi bien montré. Et donc, du coup, ici, eh bien, c'est comment est-ce que je communique à autrui à travers des valeurs de bienveillance et d'exigence, ma rétroaction pour permettre finalement à l'auteur d'améliorer son texte ou pour améliorer aussi la qualité scientifique des publications qui pourraient peut-être amener également à un refus de la publication. Et c'est ici qu'enfin j'arrive à l'histoire du différentiel. Donc, après de très nombreux échanges avec nos docteurs et doctorantes, eh bien, nous avons pris l'option d'introduire une catégorie qui est évaluer, apprendre. Vous voyez, elle englobe l'ensemble des autres catégories. Elle est élargie, elle est plus large que celle-ci. Et c'est une catégorie qui est vide. Et ensuite, il y a quelques exemples, parce que c'est intéressant, certains souhaitent avoir quelques exemples, mais non prescriptifs. Et donc, c'est une catégorie ici qui invite l'évaluateur et l'évaluatrice à identifier les compétences réflexives qui lui sont propres au service d'un apprentissage et d'un développement scientifique tout au long de la vie, vu comme un processus continu, jamais terminé. Et ce sont des choses aussi qui ont été associées à l'émancipation dans les conférences. Ça mène notamment la personne qui utilise ce référentiel à questionner ce qu'elle ou il a appris rétroactivement par la lecture de l'article, mais aussi ceux qui pensent devoir encore apprendre de façon proactive. Et cette rubrique, on l'a souhaitée ouverte, c'est-à-dire en résonance avec des catégories existantes, incluses et non pas exclues, qui posent ici un rapport de co-constitution, hypothèse, entre normativité et normalité par rapport à la référentialisation en acte et ensuite le référentiel tel qu'il apparaît ici de façon figurative. Alors, vous pouvez me dire, alors voilà, Lucie, ok, c'est très joli tout ça, mais qu'est-ce qu'ils y ont mis, comment ils ont vécu cette idée de différentiel dans le référentiel? Et donc, à la fin de la démarche, pour 2 ans, eh bien, nous avons mené une petite recherche à des fins d'objectivation d'expérience vécue. Et là, en l'occurrence, je vais demander avec ma collègue Céline Girardet de mettre en relation l'expérience avec leur biographie personnelle, biographie individuelle, biographie de formation scientifique. Et vous avez ici les références nécessaires. Je vais vous donner 4 extraits parce que je sais que j'arrive gentiment à la fin de mon intervention. Alors ici, vous avez donc, avec évidemment, c'est des personnes qui sont co-auteurs ou co-autrices avec nous. Donc, et vous avez Natalia, qui est primo-arrivante. Natalia a fait toutes ses études à l'Université de Genève. Ça fait quelques mois qu'elle est parmi nous. Elle est entrée dans le processus et non pas au tout début du processus. Voilà ce qu'elle dit à propos de cette rubrique ouverte. Si je trouve cette question difficile, donc elle trouve difficile de mettre quelque chose dans cette rubrique ouverte, c'est parce que pour moi, la seule expérience pratique que j'ai de ce référentiel est mon exercice de rétroaction. Natalia n'a pas publié un texte dans la revue. Pour moi, évaluer m'a permis d'apprendre 2 temps. Apprendre techniquement par la mise en activité, savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, prescription, pour effectuer une rétroaction d'un article scientifique.
Et dans un second temps, les retours sur l'exercice, les échanges, donc, la réflexivité, m'ont permis d'apprendre davantage la structure d'un article. On arrête là pour Natalia. Qu'est-ce qu'on voit chez Natalia? Eh bien, c'est que s'approprier par l'expérience les normes est nécessaire avant de pouvoir donner du sens à une auto-référentialisation. C'est-à-dire que pour elle, ce qui est déjà de l'ordre de l'émancipation, c'est s'approprier l'existant, qui pourrait être vu comme quelque chose justement de la normativité et qui pour elle relève déjà de son expérience subjective de l'évaluation. Maintenant, nous avons Pala. Alors, Pala vient d'arriver également. Il vient de la République démocratique du Congo. Il a une bourse de la Confédération suisse pour réaliser sa thèse. Il a déjà une certaine expérience de l'écriture et de l'évaluation scientifique. Et lui, voilà ce qu'il écrit dans cette rubrique ouverte. L'ouverture d'esprit, la capacité de prendre le risque, le haut niveau d'attente de capacité de l'autre, reconnaître ses doutes, assumer ses limites, chercher l'excellence sans exiger la perfection. Plus loin, il écrit son distanciation de ses propres convictions et son remise en question de ses connaissances ou de ses compétences. Il devient presque impossible d'apprendre en évaluant. Alors, ces quelques extraits montrent notamment que pour Pala, eh bien, son propre différentiel s'exprime essentiellement par des valeurs et qu'on voit, parce qu'il va nous le dire, que ces valeurs se mettent en résonance avec une préoccupation très forte pour lui, qui est celle de l'acculturation scientifique, mais également culturelle. Je rappelle, eh bien, de la République démocratique du Congo. Mais nous avons également Stéphanie. Stéphanie est chinoise. Alors elle a une bourse du gouvernement chinois pour faire une thèse avec nous à Genève. Elle est à mi-parcours de sa thèse. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'elle fait sa thèse. Et voilà ce qu'elle dit. Stéphanie n'est pas non plus autrice d'un des textes dans la revue. Ce n'est pas d'expérience dans l'évaluation des textes des autres. C'est la première fois que je travaille avec un référentiel d'évaluation et que je l'utilise pour mon propre travail. Donc, ce référentiel m'a donné l'occasion d'apprendre à utiliser un référentiel d'évaluation. D'ailleurs, grâce à ce référentiel, j'ai appris à rédiger, à relire, à auto-corriger mon texte d'une manière plus scientifique, avec des critères précis à respecter, la normativité. En plus, j'ai également appris à lire les articles scientifiques en tenant compte des critères d'évaluation. Qu'est-ce que c'est l'écrit biographique de Stéphanie tend à nous dire? D'apprendre à nouveau que pour elle, c'est déjà apprendre l'existant. Et ce qui est déjà intéressant, c'est que Stéphanie, ici, est capable, par son différentiel, d'exprimer une forme d'élargissement, donc de remobilisation de cet existant pour d'autres activités de son parcours doctoral. Je termine avec Elisabeth, qui elle également à mi-parcours. Elisabeth vient de la Guyane française et elle fait sa thèse actuellement à distance, un petit peu plus loin, pas tout à fait à la fin de sa thèse. Et Elisabeth est aux prises avec des questions compliquées. Voilà ce qu'elle écrit à propos de cette rubrique ouverte. À travers mon expérience, j'identifie savoir reconnaître des compétences spécifiques qui relèvent de la subjectivité de compétences qui ne peuvent pas bouger, qui sont universelles. C'est intéressant. On la sent prise avec cette tension entre normalité et normativité, entre référentiel prescrit et ce qui relèverait de ce différentiel, pour, dit-elle, apprendre à prendre position sur les propres compétences pour pouvoir les communiquer. Par exemple, pour ne pas me laisser influencer par des commentaires d'autrui. Elisabeth a publié dans la revue Li. Elisabeth a été évaluatrice dans la revue Li. Elle était confrontée à des experts qui ont évalué de façon ouverte et collaborative avec elle un texte d'un père. Et donc, elle a dû faire ce travail sur elle-même. Et puis, je pense qu'il serait intéressant d'être capable de s'ouvrir à d'autres référentiels si nécessaire pour développer les propres compétences. Je retiens fortement la dimension d'apprentissage pour soi, mais aussi pour les autres, et je pense que celui qui écrit ou évalue un texte scientifique devrait être disposé à aider d'autres à apprendre. Alors, pour Elisabeth, son différentiel, en quelques mots, s'exprime non seulement par des valeurs, mais par de nouvelles fins en vue, dirait Dewey, puisqu'en fait, Elisabeth est très sensible à un monde hyper compétitif. Et là, par cette façon d'avoir pu penser autrement les choses, eh bien, on la voit aux prises avec la construction de valeurs plus collaboratives et d'apprentissage distribué dans un monde hyper compétitif qui est celui de notre monde scientifique. Alors, je termine, parce que je crois que je dois terminer. C'est qu'on voit que cette question du différentiel a émergé au cours de notre expérience collaborative. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas au début, cette question-là. Et elle a émergé comme ça. Comment penser dans un même référentiel des référents à visée normalisante
dans cette dialectique, tout en incluant une fonction différentielle. Et on revient à la définition de Vial qui dit que le différentiel, qui est la version personnelle du référentiel, amène à un auto-questionnement se construisant dans et par l'action, impliquant une réflexion sur sa propre expérience singulière et personnelle. Et je terminerai avec ça, cette enquête collaborative que nous avons menée pendant 2 ans. Finalement, on a pris conscience de l'émergence d'un sens possiblement nouveau, mais qui se régule constamment, et que potentiellement, cette enquête collaborative a pu représenter un contexte favorable d'appropriation de savoir, de normes, de pratiques, de langage, de culture propre au monde scientifique, possiblement transformative et émancipatrice, mais dont des différences quand même fortement ancrées dans la singularité des parcours et de responsabilisation des uns et des autres. Nous avons conclu dans l'article collectivement écrit que cela ouvrait de nouvelles perspectives, pas seulement pour la recherche, mais aussi pour des contextes d'exercice professionnel, puisque pour certains, eh bien, ils sont enseignants dans des classes et eh bien, ça les a amenés aussi à poser autrement le regard de l'évaluation, des référentiels d'évaluation avec les élèves dans leur classe. Je tiens absolument à terminer en disant que je remercie mes doctorants, mes collègues, que je n'aurais jamais sans eux pu mener cette réflexion. Donc, je l'ai apportée pour eux également. Céline Girardet, Paula Bembella, Natalia Constella Martinez, Elisabeth Ellis-Leclerc, Sébastien Gibert, Stéphanie Vu, Muriel Roth, Olivier Souquet, Francisco Sepel, Tapia. Je vous remercie infiniment pour cette belle aventure qu'on a vécue ensemble. Voilà, vous avez compris, j'ai terminé. Merci à vous.